Quand j'écoute les infos ces jours-ci, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Vous pensez que c'est grâce à la compétition et à la lutte pour la survie des plus forts qu'on s'en est sorti par le passé ? Vous pensez que c'est ça qui nous attend dans le futur ? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment. Quand on regarde les champignons, les plantes ou les animaux, on voit pourtant des associations puissantes et parfois incongrues. Alors, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Dans Symbiose, le podcast avec un S, je vous présente des portraits de coopération réussie et ce qu'ils produisent dans le monde et chez ceux qui les font vivre. En couple, en famille, entre amis, au travail, il y a des milliers de manières de s'entraider et j'ai envie de vous les raconter. Je suis Amandine Barle et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Nous voilà de retour pour cette deuxième partie d'épisode avec Félicie et Marie-Ève. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, retournez sur votre plateforme d'écoute et sélectionnez l'épisode précédent ou suivant, selon votre affichage. Je vous souhaite une bonne écoute et vous retrouve un peu plus tard dans l'enregistrement. Est-ce que vous avez une vraie anecdote de panne d'essence ? C'est-à-dire quelque chose qui vous est vraiment arrivé, où c'était une difficulté et où c'est le combo de vous deux qui a fait que ça a bien fonctionné et que vous en êtes sortis ? On avait un client chez qui on est intervenu plusieurs jours. Et en fait, à chaque fois qu'on devait retourner dans cet endroit, c'était un endroit qui était plombant physiquement. Je sais pas, il y avait une énergie pourrie, l'endroit était pas beau, et ça faisait qu'il y avait une ambiance pas sympa, les gens étaient sympas mais très très fermés. C'était dans un univers professionnel voilà, où il y a une grande distance. Et on arrivait là-bas et Marie, son parking était plombé à chaque fois en disant « Ah, c'est pas possible, il nous reste encore 6 jours, c'est interminable, on va jamais y arriver. » Et moi, je mettais une espèce de je sais pas, un jus de boost naturel en disant « Allez, c'est parti, on y va !» L'animatrice de colo. L'animatrice de colo. Et toi, comment ça va ? Et ta soirée, Patrick, c'était comment hier ? Ah, ok, super. Et puis, on faisait même des fois des energizers complètement osés parce que, vu le public, on s'est dit ça marchera pas forcément. Et en fait, je m'en fiche si c'est ridicule, on y va, on le tente quand même. Et ça marchait. Moi, je trouvais que ça marchait. Marie, elle me regardait les yeux au ciel, l'air de dire bof. Et en fait, là, je pense qu'on s'est hyper complété parce que, du coup, il y en a une qui compensait le niveau d'énergie. Et en même temps, derrière, c'était un client qui avait beaucoup besoin qu'on le cadre sur de la technicité de notre méthodo. Et là-dessus, c'était Marie qui faisait un peu le bad cop sur le côté un peu suivi du pilotage du projet, quoi. Et donc là-dessus, si on avait été toutes seules l'une et l'autre, mais moi je t'avais dit, si tu n'étais pas là, t'aurais arrêté, t'aurais laissé tomber le contrat. Ouais, j'aurais laissé tomber le contrat. Ah ouais. Dingue, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé, mais je n'y arrivais pas. Ok, t'es arrivé au bout du truc, quoi. Ouais, je n'y arrivais pas. Donc, je te l'avais dit, si tu n'avais pas été là, j'aurais arrêté le contrat. Et toi, tu m'avais dit, si tu n'avais pas été là, j'aurais pas répondu à leurs attentes de cadrer, justement. Parce qu'elle aurait fait l'animatrice de colo pour... mais elle n'aurait pas livré toute la prestation. Si, quoi. mais en tout cas, pas avec la même assertivité, en fait. Je me serais fait bouffer, je crois. Est-ce que ça vous... Alors, on a parlé de... J'aime bien le mot, donc je vais le réutiliser. On a parlé de votre allergie initiale. Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui d'avoir des désaccords ? Ouais. Alors, des désaccords, oui. Votre on n'a jamais eu de conflit. Votre oui était très détendu. Ouais, donc... mais c'est normal. En fait, ça me semblerait bizarre de ne pas en avoir. Ouais, on parle pas de conflit, on parle de désaccord. Nous ne sommes pas d'accord sur une décision à prendre ou sur une situation donnée. Oui, après on discute. Tout le temps. Shifumi. Oui, et puis on sait de toute manière ce que l'autre va dire ou l'analyse qu'elle va porter sur la situation. D'ailleurs, c'est ma stratégie, ça t'as déjà remarqué. Je dis, bon, alors ce que je vais te dire, ça va pas te plaire. Ouais. Tu vas pas être contente, mais je voudrais te dire que, et du coup, je sais que je désamorce déjà le truc parce que du coup, elle dit, ouais, je sais que tu dis ça parce que du coup, tu veux déjà me manipuler pour que j'aille dans ton sens. Donc on sait déjà quand l'autre va être d'accord ou pas. Oui, alors c'est jamais des gros désaccords. Non. C'est plutôt des désaccords jamais des désaccords de fond, sur la stratégie, sur l'ambition, sur qui nous sommes, où nous voulons aller. On est très très exigeants sur notre alignement. Ouais. D'ailleurs, on pourrait pas travailler si on n'était pas d'accord là-dessus. Ouais, mais tu vois, au départ, on a tâtonné. Et puis surtout qu'on a changé de positionnement. On est devenu une école il y a peu de temps. Avant, on était spécialisé pour la réponse terrain. Ça veut dire qu'on était un cabinet de conseil. On a abandonné ce métier pour le laisser le marché à ceux qu'on forme. Et donc, nous, on s'est sortis de ce marché-là pour se mettre sur le côté école. Et ça, c'était un risque. Mais c'était ta vision. Et en fait, moi, j'ai suivi cette vision parce qu'elle me semblait... mais c'est plutôt Marie qui a cette projection, cette vision sur le futur. Ouais, mais voilà. Donc, des accords, oui. Pas souvent, mais c'est fait
Même, il y a des fois, beaucoup de sujets, moi, que je n'évoque même pas ou j'en parle pas à Félicie parce que je sais qu'elle sera pas d'accord. Donc, je donne une autre réponse avant ou je le contourne. Je pense qu'on se connaît tellement bien, on sait comment l'autre va réagir ou quelle perception elle va avoir de cette situation. Mais jamais sur du fond, Non, sur du fond, jamais. Sur de la forme, même pas. Hein. Ou alors, ça prend 2 secondes, ça va se résoudre en le disant, en limite, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'on parle constamment, mais oui. En fait, ça s'est vraiment fait de manière progressive. Il faut aussi savoir que moi, je l'ai mérité. C'est vrai. On s'est mérité l'une l'autre. Moi, j'étais tout de suite convaincue que c'est avec elle que je voulais faire quelque chose. Parce que de ma vie, c'était la rencontre professionnelle. Et en fait, c'est devenu la rencontre personnelle aussi. Mais que j'attendais pour pouvoir me dire, ça y est, je sais enfin à quoi ça me sert d'avoir un cerveau et d'avoir cette énergie parce qu'on va pouvoir le mettre en application sur ce projet. Mais Marie, elle est... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a fait... J'ouvre une parenthèse, mais on a fait notre thème astral de mode de fonctionnement et en fait, on voit ton Sagittaire qui est beaucoup plus... ça, c'est moi qui amène tous ces trucs un peu... Ah, ça, c'est sûr. Ce bordel spirituel. J'ai arrêté de compter, mais je fais juste une interruption ici pour dire qu'on me parle d'horoscope, vraiment, très souvent, depuis que j'ai commencé cette émission. Et je trouve ça assez intriguant. Et donc en fait, Marie, pour gagner sa confiance, c'est pas évident. C'est son côté un peu nordique. Moi, je suis plutôt latine. J'ai failli le dire, mais j'ai pas osé parce que je me suis dit, ça se fait pas, je suis pas chez moi. Si, c'est ça. Plutôt son côté nordique et moi, je suis plutôt latine. Mais c'est sa confiance, elle va pas la donner. Par contre, le jour où elle la donne, mais c'est pour toujours. Et pas attention aux faux pas, mais je veux dire, c'est hyper précieux. Et ça, moi, je sais que cette confiance, je l'ai aussi gagnée parce que professionnellement, j'ai fait mes armes aussi. Parce que à un moment, j'ai pris le bébé un peu toute seule pendant qu'elle développait une autre boîte dans un autre, qu'elle était incubée pour un autre projet. Donc, moi, un peu dégoûtée de la voir aller faire un autre truc. J'étais là, mais meuf, en fait, on va faire un truc ensemble. Mais tu le sais pas encore. Il y a les sister moms. Nous, on est une sister mom. Il n'y a pas de mot pour ça d'ailleurs, ça va pas du tout. C'est vrai. Les soromances, c'est moche. Sororistory, je sais pas. Et donc, en fait, il y a aussi tout ce qui aurait pu être grain de sable dans les rouages. Je sais pas, on s'associe, on découvre comment on est. En fait, on a travaillé tellement longtemps avant, ensemble, petit à petit, côte à côte. Puis, on a créé tel projet un peu capsule et après, on avait chacune nos structures administratives et ensuite, on s'est associés. En fait, ça s'est fait de manière hyper naturelle. Parce que, bien sûr, toi, c'était ceinture bretelle, t'allais pas t'associer avec la première venue. D'ailleurs, elle avait dit qu'elle s'associerait plus jamais. Je venais de rompre une association, donc avec une associée, avec qui, voilà, ça s'est mal terminé sur des ambitions et stratégies d'entreprise. Donc, c'est pas une analogie, quoi. C'est vraiment la même chose. Un mariage ou une association, moi, je ne vois pas la différence. Je suis mariée, en plus, je suis associée. Tout le monde le dit. C'est vraiment ça. D'ailleurs, on passe plus de temps avec notre associé qu'avec beaucoup de gens le disent aussi. Et donc, je venais en fait de divorcer professionnellement. Et là, on repropose une bague au doigt. Je veux dire, il faut être un peu dingue pour se dire, oh bah oui, je refais le truc. En disant, non, plus jamais je ferai cette erreur. Vous voyez où j'en suis, mais... Mais j'ai dit, mais non, t'inquiète. Puis je savais très bien qu'en fait, finalement, on allait y aller. C'est comme ça qu'on a créé l'école, d'ailleurs. Parce que quand Marie est revenue de cette aventure professionnelle-là, on était vraiment avec cette casquette encore accompagnement, conseil, terrain. Voilà, vraiment mission terrain. Et du coup, elle dit, mais si on doit faire autre chose, et si maintenant il faut changer de dimension, et ce serait l'école. Et du coup, c'était dire, ok, moi, je suis partante, on y va, on lève la main. C'était faire un bébé ensemble, entre guillemets. C'était avoir notre école. Et c'était ce nouveau projet qui fait qu'en fait, on s'est associés. Ouais. Mais ça s'est fait hyper naturellement. Hyper naturellement, ouais. Félicie, c'est quoi la plus grande qualité de Marie-Ève, selon toi ? Oh là, on a beaucoup. En plus, j'aurais pu prévoir, mais non, je vais improviser. En fait, mais du coup, je vais en dire 2 en une parce que je suis filoute. Oui, c'est ok. Tu peux en dire plusieurs, il n'y a pas de souci. En fait, c'est la personne la plus intègre et la plus pure que je connaisse. C'est-à-dire qu'elle a une intégrité, et donc un courage, on parle de courage managérial, et elle a un courage relationnel, d'aller pointer là où ça va pas, parce qu'elle le voit, mais tout le monde le voit, mais personne le dit, mais elle le dit parce qu'en fait, elle sait que c'est dans l'intérêt de la personne, parce qu'elle a ce cœur pur qui dit, mais en fait, moi, j'aime cette personne, j'ai de l'affection pour elle, donc en fait, je vais lui dire, en fait, ce que tout le monde pense et que personne n'ose lui dire. Elle le fait avec moi, donc je sais très bien comment elle fait. Et en fait, c'est ce côté, d'être intellectuellement brillante qui fait qu'elle arrive à pointer des sujets en les mettant sous les yeux de la personne et en créant des effets miroirs de fou. Ça, c'est vraiment un truc à chaque fois, quand je la vois démarrer, des fois on est avec des gens, et je la vois commencer, je fais, faites gaffe, elle est redoutable. Là, je la vois démarrer son truc avec sa petite question, là je fais, oh purée, ça y est, elle est partie. Tu vois très bien ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. J'avais parlé d'intégrité aussi, donc je vais changer. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu peux mettre les deux. Hein. Ouais, intégrité, mais pureté, mais tu l'as dit, donc c'est... Mais, il y en a plein qui me viennent. Bonté, je te l'avais déjà dit à l'époque, quand je t'avais organisé un petit pique-nique surprise. Pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Pour tes 40 ans. Mais bonté...
comme en fait, j'avais jamais rencontré. En fait, je connais ce terme, je l'avais appris à l'école, je pense. Et en fait, Félicie, elle l'incarne. Mais le côté bon, c'est même difficile à décrire, mais de la bonté dans tout ce qu'elle entreprend. Ça sera de la bonté personnelle, professionnelle, mais même dans l'alimentation. Ça sera... En fait, c'est assez incroyable. Et comme elle est connectée au monde, à l'univers, je pense que c'est quelqu'un d'à part qui a été mis dans le monde pour l'améliorer, en fait. Et elle a du coup cette bonté, cette humanité en elle qui est dingue. Que voilà, je pense que c'est sa plus grande qualité, avec évidemment sa générosité, que je n'ai pas dit, parce qu'elle lui a joué un petit peu des tours, cette générosité. Donc je préfère utiliser bonté, parce que je pense que bonté est peut-être plus cadré, quoi, j'en sais rien. Moi, j'avais jamais rencontré, je crois vraiment, une belle personne. Quand on parle de belle personne, vraiment et voilà, je l'ai rencontré avec Félie. Waouh. On s'envoie des cœurs. Non, mais c'est génial parce que une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est aussi pour donner de l'espoir aux gens. Et là, mais en fait, en vous voyant, j'ai l'impression que le monde est parfait, en fait. Ah oui. Je me dis, mais le monde est merveilleux, il est magnifique. Des gens comme ça, c'est trop bien. Enfin, je précise pour les auditeurs qu'on ne lui a rien fait boire, on ne lui a rien donné de bizarre. Mais c'est ça, Amandine, c'est exactement ce que tu dis. Et souvent, avec Félicie, on a ces deux choses. On est dans notre bulle, où quand on est ensemble, tout est beau, quoi. On voit cette bonté, cet amour qu'on a, on a envie de révolutionner, changer les trucs, mais côté beau, quoi. Et des fois, on sort du bureau, mais c'est une image, mais en même temps, c'est vrai, bam, le monde extérieur, il est violent. Ouais, il nous fauche. Hein. Et ça, peu de personnes le voient que ça nous fauche. On est là, et puis on reprend notre truc et tout. Mais à l'intérieur, Félicie et moi, on est fauchés, quoi. On est coupés en deux. Et avant que je rencontre Félicie, personne ne se rendait compte de ça. C'est-à-dire que je pouvais faire une soirée avec des super copines. J'ai plein de super copines, je suis très entourée. Une super soirée, mais il suffit dans la soirée, il se passait quelque chose. Je voyais en rentrant le soir un SDF ou quelqu'un trop alcoolisé dans la rue. Combien de fois ça arrive dans le nord de la France? Non, je devrais pas dire ça. Ça arrive partout. Ça arrive partout. Et ça me faisait vriller à l'intérieur, en fait, de cette souffrance que je ressentais, puissance 28. Félicie, j'ai même pas besoin de lui dire. Elle me dit, soit elle me prend la main, elle me dit, toi aussi, là, tu ressens fort, ou là elle me dit, ça je sais que c'est un sujet chez toi, viens on va se poser 3 secondes avant de reprendre, et ça c'est hyper fort d'avoir ce double, je sais pas, ouais, c'est comme un double, c'est des fois, oui, mais je me souviens très bien d'une situation où je me suis dit, là je vois quelque chose que les autres voient pas, et je sais que la seule personne qui serait en train de le voir aussi, c'est Marie-Ève. Et du coup, je lui rappelle, elle dit, bah ouais, moi aussi, je l'aurais vu. Et donc, je pense que, respectivement, toutes les deux, de notre côté, depuis qu'on est nés, je pense, on déconstruit plein de choses. On cherche à déconstruire, ou à se dire, c'est pas normal, et puis les gens nous disent, c'est bon. Moi, j'étais un peu là, t'es un peu relou, un peu grande gueule. Je t'enflamme. Bon, c'est pas parce qu'on a dit que lui était comme ça qu'il faut t'emballer. Moi, ça, je bouillonnais. Et Félicie, elle m'a permis d'extraire tout ça, de me dire, en fait, ce que tu ressens, c'est juste, je le ressens aussi. Et c'est ça, en fait. C'est là où elle m'a dit, c'est ça la bonté, en fait. C'est pas être inadapté, ce que tu ressens, c'est pas être... En fait, c'est juste la bonté que tu ressens. Et moi, je sais qu'elle m'a révélé, en fait, personnellement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est se réconcilier avec qui on est profondément. Sauf qu'avant, je pense qu'on avait une espèce d'adaptation au monde un peu en souffrance, en se disant, je dois être vraiment bizarre. Et depuis qu'on se connaît, qu'on décortique tout ça ensemble, on s'adapte chacune en conscience. Et puis en souffrance. Et ça change tout. Il y a plein de choses jolies dans ce que vous dites. J'adore. C'est l'heure de la recommandation musicale pour cet épisode. Et aujourd'hui, comme j'aime bien le faire, je vais vous proposer une chanson chantée en duo. Le titre de la chanson est For Good, et c'est une chanson qui se trouve dans la comédie musicale Wicked. Je ne me souviens pas de la première fois que je l'ai entendue. Je sais qu'elle ne m'avait pas fait tant d'effet que ça. C'était sûrement à Londres, avec mes amis, quand nous sommes allés voir la comédie musicale. Quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans une boîte de karaoké avec mon amie Stella, et elle m'a proposé de chanter cette chanson en duo, car elle trouvait que les paroles nous correspondaient. En découvrant, plutôt redécouvrant cette chanson, j'étais très émue de voir à quel point les paroles pouvaient être justes pour notre duo. Et je trouve qu'elles correspondent vraiment bien à la dynamique entre Félicie et Marie-Ève. Because I knew you, I have been changed for good. Parce que je t'ai connue, j'ai été changée pour le mieux. C'est la recommandation musicale d'aujourd'hui. Et après cette petite séquence émotion, je vous propose de continuer l'écoute de l'épisode. Question plutôt pour des conseils pour des gens qui se disent ça a l'air génial, moi aussi je veux ça. C'est quoi, selon vous, la recette d'un bon binôme? Alors, selon moi, c'est déjà de ne pas le chercher. On est jury d'entreprise, on accompagne les entrepreneurs, voilà, c'est quelque chose qu'on fait de mentor bénévolement. Et on entend souvent, bon allez là, je recherche mon associé. D'ailleurs, il y a une émission qui existe comme ça. Qui veut être mon associé, voilà. Et ben moi, c'est la même chose que qui va être mon mari ou qui va être ma femme. Je comprends pas. Je ne conseille pas qu'au bout d'une soirée chez des amis, on se marie pas. On se dit pas, toi,
en fait, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Et donc, c'est toujours ça que je fais attention, ne soyez pas à la recherche, ou si vous l'êtes, quand vous rencontrez quelqu'un, ça se mérite, ça c'est mon côté, ça se travaille, ça se teste, mais au même titre qu'on va vivre ensemble avant de se marier. On va faire des voyages ensemble. Voilà, faire des voyages ensemble, être en vacances, être en situation de stress, bon bref, dans plein de situations. Pour moi, l'association, c'est exactement la même chose. J'ai passé en revue tous les binômes de la saison 1 et j'ai l'impression que cette notion de ne pas chercher la personne avec qui on s'associe revient systématiquement. Si on regarde les histoires de rencontres, les gens sont tombés les uns sur les autres et ensuite ont décidé de s'associer. Mais c'est dans ce sens-là que ça s'est fait et pas dans l'autre. Je pense donc qu'on a là une clé de réussite des associations ou binômes. Pour autant, ce n'est pas très facile de la mettre en application, celle-là. À moins que vous ayez autour de vous déjà la personne avec qui vous aimeriez vous associer. Cette notion de... On dit toujours que dans la vie, dans les couples, il faut faire des concessions, faire des efforts. En fait, non. Si on doit faire un effort... On en fait déjà dans nos couples, quoi. En fait, c'est ça. On en fait déjà à plein d'endroits. Si on doit faire un effort, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui est forcé. Et donc, bon, à part un effort pour ranger le bureau, par exemple, ça j'avoue, je fais des efforts pour ranger le bureau. Et là, je parle d'un autre niveau d'effort. Oui, donc tu peux faire des petits efforts, mais pas des efforts structurels. C'est ça que tu veux dire. Pas qui coûtent, en fait. Pas qui coûtent. Si ça te coûte, c'est que t'es pas à la bonne place, en fait. Et c'est pas que t'es quelqu'un de moins bien et que l'autre est mieux, et que c'est juste que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble. Et ne travaillez pas ensemble. Parce qu'il y en a toujours un qui va se pâte à modeler et l'autre qui va être la forme un peu plus rigide, tu vois. Donc, si ça demande effort, c'est que c'est pas à cet endroit-là que ça se passe. Et aussi, comme nous sommes dans le business, je pense la relation à l'argent est indispensable dans l'association. C'est un bon point, ça aussi. Ouais, en fait, peu de personnes en parlent. C'est la première fois que j'en entends parler dans le podcast. Ouais, c'est vrai, c'est indispensable. Alors, si, l'épisode 1, ils en ont parlé. Mais en fait, c'est indispensable. Mais c'est comme dans un couple. Si t'as quelqu'un de très généreux, l'autre qui est très radin, en fait, tu t'en sors pas. Et là, c'est exactement la même chose. Les associations, ça marche bien quand la boîte va bien, que tout va bien, qu'on gagne de l'argent. C'est à partir du moment où l'entreprise, elle vit des difficultés, des moments où là, ça se complique. Mais la relation à l'argent, elle se voit bien plus vite. Est-ce que c'est toujours le même qui paye le restaurant? Est-ce que l'autre, on voit qu'il fait, oh là là, attends, tu me dois 1,50€ pour le café? Peut-être, mais si tous les deux réclament leur 1,50€, c'est parfait. Moi, avec Félicie, en dehors de mon mari, c'est la seule personne où on ne comptait pas. C'est-à-dire, elle arrive, elle fait, tiens, je suis passée devant le fleuriste, j'ai pensé à toi, je sais que t'aimes bien les roses. Ah, cool. Et puis moi, je me suis pris des chaussettes, je t'ai pris des chaussettes aussi à paillettes, elles sont trop belles. Oui, ou elle partait en courant, désolé, tu payes, tu pas le temps, je suis en train de un rendez-vous. Bah, évidemment, je paye, en fait, je m'en fous. Bah, pour d'autres personnes, c'est pas si évident. Et chacun a sa propre relation à l'argent, attention. Mais il faut que la relation à l'argent soit commune, quelle qu'elle soit. Il faut que ça soit la même. Sinon, dans un business, mais c'est... Ouais, c'est dramatique. C'est dramatique. Et puis on est capable de se dire, je sais pas, pour une raison, c'est jamais arrivé, mais bon, tiens, toi, tu te payes pas pendant 3 mois, moi je me paye parce que je dois changer de voiture. Ouais, ok, ça marche. Bah, pas de problème, en fait, on se paye pas. Il y en a une qui se paye pas, on l'écrit nulle part. Mais en fait, on a vraiment, ce côté hyper naturel, hyper fluide à prioriser l'autre selon ses besoins en toute transparence. Oui, je pense parce qu'on a cette même relation à l'argent. l'argent. Parce qu'on a cette même relation, bien sûr. Sinon, c'est pas possible. C'est ça. Et également, j'ai plein de conseils, donc il faudra couper un moment. On verra. Les mêmes ambitions. Quand on a créé l'école, on avait exactement la même vision, la même ambition. Moi, on connaît beaucoup d'associés où il y en a un qui veut vendre, qui fait tout ça pour à la fin vendre et partir avec un super billet, et c'est très bien. Alors que l'autre fait ça pour se réaliser et pour aller plus loin possible. Bah, c'est pas possible si on n'est pas sur la même vision. Mais comme une famille, un couple, il y en a qui veulent des enfants, il y en a qui en veulent pas, c'est pas la même stratégie de couple, la même ambition. Exactement. Donc c'est exactement les mêmes décisions et la même réflexion qu'il faut avoir en amont. Ouais, je pense que c'est surtout ça les conseils. Et le conseil, tu disais, pour s'associer, c'est de s'aménager de l'espace pour soi et pour En fait, c'est 3 personnes dans une association de binôme. C'est chacune de nous individuellement et notre binôme. Donc, il y a un espace pour moi, il y a un espace pour Marie et il y a un espace pour nous deux. Et ça, c'est hyper important de le ritualiser, de s'aménager ces temps-là. Si on n'a pas... des fois, on déjeune pas ensemble parce qu'il y en a une qui est en train de faire un rendez-vous, l'autre autre chose, etc. Et ben en fait, on le sent à la fin de la semaine qu'on s'est pas assez vu. Donc, on va se rattraper. Comme un couple. Exactement comme un couple. Ça. Il faut du temps, il faut passer du temps qualitatif ensemble. C'est intéressant parce que pas tout le monde fonctionne pareil là-dessus. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, il y a des gens qui me disent on n'a pas besoin de trop de se parler, on n'a pas besoin de trop de passer du temps ensemble. Et je me dis, c'est quand même dingue d'avoir toutes ces recettes différentes. C'est pour ça aussi que je vais les chercher. Mais c'est exactement ça, parce que tu les mets en valeur, ces différentes recettes. Marie-Ève, qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais avant de faire équipe avec Félicie? J'ai envie de dire go, fonce. Elle va te révéler comme jamais. Et en fait, c'est la deuxième partie de ta vie en fait qui commence, quoi. Bam! Ouais, j'avoue. Ah non, mais il y a vraiment un avant, un après. Donc ouais, évidemment. Évidemment, moi je dis toujours que Marie-Ève, c'est la plus belle rencontre de ma vie après mon mari. Et mes enfants, mais parce qu'ils sont nés du fruit de cet amour, etc. Mais parce que en fait, ça m'a révélé à moi-même. Moi, ce que je dirais à l'ancienne Félicie, c'est de dire, t'as une pépite, t'as de la valeur.
arrête de douter. C'est sûr, il y a quelque chose de dingue à faire. Moi, j'avais cette espèce de feu, cette espèce d'énergie qui était là, mais je savais pas la matérialiser, en fait. C'était un truc pas ancré, en fait. Et tu vas trouver, voilà, la personne qui va polir le charbon pour en faire du diamant. Et en fait, non, je me suis vraiment révélée avec cette rencontre où je me suis dit, mais en fait, je sais faire plein de trucs. En fait, je suis quelqu'un de bien. C'est génial. Aujourd'hui, pour la question bonus, je reçois mon ami Yannick. Et alors Yannick, je vais te laisser te présenter et poser ta question, s'il te plaît. Bonjour Yannick, maître de conférence et puis surtout ami d'Amandine. Et j'avais une petite question effectivement consacrée aux compétences. Et ma question est la suivante, y a-t-il un socle minimal de connaissances pour pouvoir transmettre des compétences ? Alors, pour répondre à ces questions, le socle minimal pour que la transmission s'opère, c'est avoir du vécu. Du vécu professionnel, si on est sur de la transmission professionnelle, c'est d'avoir vécu différentes situations, d'avoir pris du recul sur cette situation et avoir tiré des apprentissages. À partir du moment où la personne a acquis des compétences, de l'expérience et on a tiré des apprentissages, là, la transmission s'opère. Le but n'est pas de transmettre le passé en disant « Ah, avant on faisait comme ça », c'est « Avant on faisait comme ça, désormais on fait comme ça parce que ». Et là, il y a la transmission. Donc, il n'y a pas un socle en termes de quantité, ni en termes d'années, mais en termes de vécu et d'expérience réalisée. Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret ? Ouais, un commercial par exemple qui ça fait 10 ans qui fait ce métier-là, donc c'est peut-être pas énorme pour certains, voilà. Mais il a maintenant une capacité à entrer en relation avec les clients qui est assez dingue. Il arrive à voir tout de suite si ça va signer ou pas au bout de 15 minutes. Voilà, ça c'est parce qu'il en a réalisé des rendez-vous et maintenant il est capable de se faire une typologie de clients avec qui ça marche pas. Et donc ça c'est de l'expérience. Ça veut dire à chaque fois qu'il sortait d'un rendez-vous, il en a fait un apprentissage en disant quand c'est ce type d'entreprise de cette taille-là, il faut que je réagisse comme ça. Et donc il en a fait un apprentissage acquis de l'expérience, qui pour lui devient invisible, implicite, il ne se rend même plus compte. C'est évident, il sait là. Oh, ça va pas signer. Bah, qu'est-ce qui te fait dire que ça va pas signer ? Bah, ça se voit. Voilà, c'est toutes ces réponses-là. Bah, je le sais, je le sens. Cette fameuse intuition qui est en fait une somme d'expériences acquises. Et donc, c'est quand cette personne, elle fait des choses de manière automatique, implicite, où là, on se dit qu'il y a une transmission qui doit s'opérer. D'accord. Exactement. Et sur les prérequis, c'est exactement ça. C'est le prérequis pour transmettre, c'est d'avoir tiré enseignement. Donc, d'avoir pris ce recul pour pouvoir dire. Et ça, la méthode aide à le faire. C'est ça, la méthode qu'on a créée explicite. Et le deuxième prérequis que je rajouterais pour qu'il y ait une transmission, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accueille. Donc, le sachant, c'est celui qui sait, qui va transmettre. Et l'apprenant, c'est celui qui va recevoir et qui va grandir. Ben, il faut une relation de confiance entre les deux. Il faut qu'il y ait vraiment cette réciprocité dans la confiance qui s'accorde l'un à l'autre pour pouvoir te dire, bah, moi, je vais faire générosité de mon savoir et de mes compétences pour te le transmettre. Et de l'autre côté, l'autre, il va accueillir, il va faire preuve de curiosité pour pouvoir accueillir cette compétence, que ce soit une compétence technique, expérientielle, voilà. Mais en tout cas, un des prérequis, ne peut pas y avoir de transmission s'il n'y a pas cette relation de confiance entre le sachant et l'apprenant. J'adore parce que j'ai une question, moi, suite à cette réponse. C'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans des situations où l'accueillant n'avait pas envie d'accueillir et vous deviez quand même opérer la transmission de compétences ? Bah, c'est pas possible. En fait, ça n'est pas possible si on lève pas ses freins, on peut pas y aller. Oui, mais du alors coup, oui, c'est déjà arrivé. Dès que des apprenants n'aient pas envie de prendre, ouais. parce qu'en se disant, mais en fait, je veux prendre le job de commercial, par exemple, dans mon exemple. En plus, alors que moi, je suis chef de produit, et on me demande en plus d'aller On va pas vendre. m'augmenter. Et voilà. Plus... Donc oui, mais ça, il faut lever les freins avec le management, avec l'entreprise, en disant, voilà, là, il ne souhaite pas accueillir cette compétence parce qu'en effet, il n'a pas le temps, l'organisation qui est mise et les moyens qui sont mis à disposition pour qu'il le fasse. Tout le monde a envie d'apprendre et tout le monde a envie de transmettre. En fait, en général, les freins, ils sont faciles à lever et on va vraiment axer sur valoriser celui qui va transmettre, valoriser celui qui va recevoir, lui donner de la vision sur ce que ça va lui apporter, son employabilité, le développement de ses responsabilités, etc. Mais une fois qu'on appuie sur la relation et qu'on est dans la relation, les freins disparaissent souvent. Ouais, okay. Quand on donne cette visibilité et quand on met des mots sur cette relation. C'est hyper intéressant du coup que la relation, le fait que tu aies créé la relation suffit à... Ouais. Bah, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Ça nettoie en fait tous les freins qu'il peut y avoir autour. Je voulais vous demander s'il y a quelque chose dont vous vouliez parler, dont on n'a pas parlé, avant d'aller à la dernière question qui est la question passage de relais. Ma poule. À toi ? Bah je sais pas, vas-y. C'est toi. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas ? Bah, parce qu'on sait sans préparer, mais on sait pas. C'est génial, parce que vous savez qu'il y a un truc, alors que moi je suis là, bah non, mais je crois qu'elles ont rien. Ah bah si, elles ont un truc à dire, elles savent toutes les deux ce qu'elles ont à dire en plus. Ouais, bah parce qu'en fait, je pense que c'est important si on a des messages à passer, c'est bien de
d'en parler. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans notre mode de fonctionnement, ce qui est assez... Tu disais, est-ce qu'il y a des révélateurs et il y a des marqueurs? Il y a un marqueur en 2023, en décembre, c'est que Marie-Ève, je sais pas pourquoi, à un moment, elle a le nez creux, elle a une espèce de intuition, je sais pas ce qui se passe. Et elle me dit, ma poule, j'ai pris rendez-vous pour nous deux, on aura fini tel dossier, du coup, j'ai pris un rendez-vous à 11h15, prends le slot de 11h30, on va faire une mammographie. Je dis, si tu veux qu'on passe un moment sympa, on peut se faire un hammam ou un resto ou un ciné ou je sais pas, non, mammographie, bof, pas très envie, quoi. Et voilà, et en fait, cette mammographie, j'y vais en me disant, je vois pas pourquoi, j'ai 42 ans, c'est quoi le sujet, etc. Et en fait, on me trouve un carcinome, j'ai un cancer du sein pour lequel je me suis battue en 2024, qui est tombé parce que elle m'a emmenée, en fait. Donc, c'est quoi cette association qui me sauve la vie, en fait? À quel moment mon associé, qui est ma meilleure amie, se dit, tiens, je vais te sauver la vie. Ah ok, pourquoi pas, faisons ça. Donc voilà, ce qui est assez fou en fait, alors après je crois pas au hasard, mais c'est qu'il y a un an avant on l'aurait pas vu, un an après c'était un autre délire quoi. Là finalement j'ai eu la bonne version au bon moment, j'ai tiré les apprentissages de ce qui s'est passé parce que tu m'as accompagnée et que voilà, en fait c'est pas du tout anecdotique, c'est hyper révélateur de la puissance, de la profondeur et de l'intensité que cette relation là où il nous amène en fait, et là où il nous amène pas surtout. Donc ouais, voilà, je pense que mon mari à chaque fois qu'il croise Marie-Ève, il a les yeux mouillés parce qu'il se dit mais en fait on aurait fait quoi si t'avais pas été là quoi. Donc ouais. Donc ça je crois que c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait. J'aurais vraiment préféré t'en faire un autre, vraiment. Parce qu'il a coûté beaucoup celui-là. Je sais pas si tu veux réagir après sur comment de l'autre côté tu vis une convalescence, parce qu'une association, là on a dû la traverser aussi avec cette mise en parenthèse. Après je suis toujours assez mal à l'aise quand tu dis sauver la vie, parce que en fait j'ai rien fait, j'ai juste... Non mais... Oui, bon bref, en tout cas, dans le sens où... j'y allais pas en fait, moi, faire cet examen, parce que moi en plus je crois toujours que je suis touchée par la grâce, et que moi il m'arrivera jamais rien. Oui mais alors moi c'est ça l'effet que ça m'a fait, j'étais sûre que t'étais touchée par la grâce, donc je pense que je l'ai pris plus durement que Félicie, j'aime pas dire ça, je suis très mal à l'aise parce que c'est pas moi qui ai souffert, c'est pas moi qui ai eu les traitements, moi j'ai rien eu moi. Mais moi c'est là où me suis rendu compte que je pouvais la perdre en fait. Alors que Félicie elle l'a pas senti comme ça, et tant mieux, je pense que c'est aussi ça, j'en sais rien en fait, je peux pas faire d'analyse, mais Félicie avait un peu un déni de tout ça, si je peux me permettre, et t'as jamais eu peur pendant? Non, c'est après que c'est venu. C'est après, ouais. Alors moi j'étais terrorisée en fait. Terrorisée. Et voilà, et je pense qu'en fait là le duo a aidé parce que ce qu'on n'a pas dit dans l'épisode, parce qu'on s'en rend pas compte, mais j'y pense maintenant, on est toujours d'accord dans les mêmes visions, etc. Mais on n'est jamais au même moment, on vit jamais la situation au même moment. C'est-à-dire que si un jour on subit quelque chose, et moi ça me rend d'une tristesse, et je baisse les bras, Félicie là, au contraire, va dire « Ah mais moi je vois le côté beau de la situation ». T'es là, ok. Le lendemain, on a une autre situation, Félicie elle va raccrocher en disant « Ouais c'est 4, en fait j'arrête ». Moi je vais faire « Mais non, justement, ça nous fait pousser des ailes ». On ne sait pas pourquoi. Et pourtant on est très proches et on ressent les choses de la même manière, mais on n'a jamais le même ressenti au même moment qui nous permet d'être toujours dans un équilibre. Et là, même face à la maladie, je pense qu'il y a eu aussi... Ah bah oui. Ce côté-là. Après, voilà, on dit qu'on a eu un troisième associé qui s'est imposé, le cancer. On lui a rien demandé, on voulait vivre sans thune. Ouais, voilà. Si on prend l'associé, c'est pour des thunes, quoi. Là, il est venu sans thune, il a imposé son rythme, il a imposé, voilà, et Félicie l'a viré à juste titre, c'est dit avec elle qui pouvait le virer. Donc voilà, donc c'est sûr que là aussi, oui, on voit la force de... C'est là où on voit que c'est plus qu'une association. On le savait avant, mais je pense que... Oui. Quand j'étais avec toi au rendez-vous, je veux dire, le chirurgien, il pensait qu'on était un couple. C'est mignon, je trouve. Mais oui, non, mais c'est ça. Il faut que tu prennes des notes parce que moi, je ne veux pas retenir. Évidemment, avec les émotions, avec tous les termes techniques. Donc, moi, je prenais des notes, je posais des questions. Et c'est elle qui m'a emmenée le matin parce que mon mari s'occupait des enfants. Donc, elle m'a emmenée le matin. C'est comme si j'allais me faire poser des capsules sur les ongles, limite, parce que j'étais un peu dans mon petit déni. Et puis, Marie-Ève, elle était là pour, surtout après, mais pour me permettre de dire, OK, qu'est-ce qu'on regarde dans cette situation, qu'est-ce qui change. En fait, aujourd'hui, quand les gens me demandent comment je vais, je pense que je vais mieux qu'avant d'être malade parce qu'il y a plein de choses qui ont bougé. Tu parlais de la qualité de générosité. Le cancer du sein, c'est la maladie de la mère nourricière, quoi. Donc, j'ai aussi appris à être autrement et à être plus moi et à penser à moi. Puis, voilà, et à ce qui est juste. Donc, ça a changé plein de choses et je pense qu'il y a des apprentissages collatéraux aussi. Évidemment. Dans notre mode de fonctionnement. Et, Oui, mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on Félicie, après ces radiothérapies et une grande phase de fatigue qu'elle avait eue, elle arrive en septembre, tout feu, tout flamme, quoi. Ouais, ça y est, je suis là, je suis de retour au taquet. Bon, en plus, on est assez hyperactive, hein, donc retour au taquet, c'est ouf. Et je la regarde, je fais
je lui dis, elle est à fond dedans, mais moi, je vais lui faire comprendre qu'en fait, il est hors de question qu'elle reprenne son rythme d'avant, puisque le rythme d'avant a peut-être causé ce cancer du sein. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas bon dans cet équilibre. Et donc, je vois, elle est à fond dedans et tout. Limite, elle faisait des tout doux, le truc qu'elle fait jamais. Oh, waouh. Et on est à l'heure du déjeuner, je fais, oui, bon alors, je vois, c'est génial. Je voulais pas la casser dans cette reprise d'énergie qu'elle avait retrouvée et tout. Je veux dire, c'est hyper difficile. Et là, je lui dis, oui, alors par contre, super, mais voir comment tu peux apprivoiser cette énergie et l'organiser sur plusieurs semaines. Voilà, est-ce que tu peux me proposer un nouvel aménagement de temps de travail, d'emploi du temps? Donc là, elle me regarde, qu'est-ce que tu racontes? À quel moment tu mets du sport, à quel moment tu mets du bien-être, pour pas refaire avant le cancer, mais que voilà, justement, ton emploi du temps soit différent. Est-ce que tu me fais une proposition? Donc là, je vois qu'elle tourne un petit peu son nez. Elle apprécie pas parce que je la freine. C'est un cheval de course là, à ce moment-là. Et moi, je suis en train de lui dire. Et elle me fait OK, d'accord. Et je vais te demander la même chose, Marie. Je vais te demander un aménagement du temps de travail. Parce que si je le fais, tu le fais. Sinon, je le fais pas. Et là, je vais, je commence à m'énerver, en disant, ouais. Et elle me fait, elle dit ça. Donc ça, cette réponse est très bien. Mais surtout, l'autre que tu dis, tu fais, en fait, si j'ai eu un cancer du sein, c'est moi qui l'ai eu et voilà, c'est très bien. Et voilà, c'était à moi de le vivre. Mais c'est peut-être pour t'éviter d'en avoir un l'année prochaine. Donc, tu me fais une proposition aussi d'aménagement de ton travail. Et depuis septembre, on a complètement aménagé différemment notre manière de travailler. On met du sport. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. On fait des pauses déjeuner. Parce qu'avant, autant mieux travailler parce que ça allait plus vite. On dit non à des clients. On reporte des choses. Ça a considérablement changé. Ouais, on a même augmenté nos prix. Merci pour avoir partagé cette histoire. Bah ouais, écoute, et si vous entendez ce message et que vous êtes une femme et que vous avez plus de 40 ans, allez vous faire dépister. C'est tout à fait ça. En tout cas, écoutez la petite voix intérieure. Intérieure, pas celle qui dit ouais, ça va, c'est bon, ça va toujours bien, je suis une warrior, je suis une battante. Vous êtes une warrior, vous êtes une battante, mais on n'est pas incassable. Oui, exactement. On est vulnérable. On arrive déjà à la fin de cet épisode, ça passe vraiment beaucoup trop vite. Vous avez dit des tonnes de choses hyper inspirantes et c'était une vraie joie pour moi de découvrir comment vous fonctionnez, d'être dans votre énergie parce qu'il y a vraiment ce côté-là. L'émission, elle se termine avec un passage de relais, donc est-ce qu'il y a un autre binôme, un collectif aussi à qui vous aimeriez passer le relais, que ce soit entre guillemets réalisable ou pas dans le podcast, mais est-ce que vous avez envie de dire il y en a d'autres et j'ai envie de les pointer du doigt? Moi, je pense à nos amis, je veux dire collègues, mais non, c'est parce qu'on s'est connus professionnellement et on est devenus amis, Émeric et Renaud, qui sont associés depuis plus de 20 ans. Et dans le digital, UX design, où il y a 20 ans, c'était, et qui ont évolué avec tout ce que ça... toutes les crises qu'ils ont pu passer. Énormément. Et qui se sont réinventés, qui ont une belle complémentarité. Toujours à deux et tout ça. Ça, c'est assez chouette. Toujours à deux depuis 20 ans et qui sont tout l'inverse de nous, dans le sens où nous, on est deux extravertis, très causantes, on est le feu, et tous les deux, ils sont plutôt l'eau, plutôt de calme, et ils sont très inspirants à leur manière dans ce mode de fonctionnement qui marche depuis plus de 20 ans, quoi. Donc, très beau binôme qu'on aura plaisir à te... Ah bah ouais, carrément. À te faire rencontrer. Je cherche des garçons. En plus, un binôme de garçons, génial. Ouais. On aime aussi cette équipe de femmes qui s'appelle Le Cocon et qui est une cellule de mise à l'abri pour les femmes victimes de violences conjugales. Et ce sont des passionnées. Donc, elles sont 3 femmes, on va dire 4-5 si on élargit un peu. Assistante sociale et psychologue. C'est ça, sage-femme, assistante sociale, psychologue, qui, c'est le comité, c'est l'équipe des Carolines, en fait. Elles s'appellent toutes les 3 Carolines. En plus, c'est assez drôle et elles ont en plus d'autres femmes qui travaillent avec elles. Et elles sont passionnées par leur sujet. Enfin, c'est dur de dire ça, mais je veux dire, passionnées sur le fait de protéger les femmes. Elles sont investies. Et on a travaillé un peu pour elles pour les aider à transmettre leurs compétences. Et donc, c'est un beau collectif avec un projet qui est fort et elles font leur part, quoi. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi les mettre à l'honneur et ça peut être intéressant de les rencontrer. Eh ben, super. Merci infiniment pour ces très beaux passages de relais. Tu as encore un truc que tu veux dire? Je voulais dire un grand merci à toi, Amandine. Ta démarche de podcast, comme ça, de révéler et de montrer que cette symbiose humaine existe. J'espère qu'on a pu le relater à la hauteur, carrément, à la hauteur de tes attentes, puisque vraiment ce choix de symbiose, comme tu dis dans ton introduction, la symbiose qui existe dans la nature avec les éléments vivants, comment se transforme-t-elle et se crée-t-elle humainement. Moi, c'est vraiment ce que je ressens en tout cas avec Félicine, qui je veux dire merci beaucoup d'avoir fait de cette initiative qui est dingue. Voilà. Merci pour votre soutien et c'était un bonheur de vous entendre aujourd'hui, de vous entendre raconter votre histoire. Donc génial. Voilà, merci à vous. Trop bien. Merci beaucoup, Amandine. Merci. Si vous voulez avoir accès aux coulisses de cet épisode et en retrouver les informations principales, y compris les recommandations culturelles et des liens directs pour y accéder, je vous invite à vous rendre sur la newsletter Substack qui est associée à cet épisode. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Et si le projet vous plaît, je vous invite fortement à le soutenir à travers le lien qui se trouve dans la description de l'épisode.
Si vous n'avez pas la possibilité de soutenir le podcast, mais que vous en avez quand même envie, la meilleure manière, c'est de le partager et de le faire connaître autour de vous. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur certaines de vos applications d'écoute. Quant à moi, je vous retrouve le 8 octobre dans un épisode où on va parler un peu de fleurs et beaucoup d'autres choses. Et depuis maintenant quelques années, j'ai rejoint l'entreprise familiale pour aider, supporter ma mère. Soutenir. Supporter ? Ça va être intéressant cette interview. À très vite.